Bien le bonjour tout le monde, et bonjour LTX. Bonjour tout le monde, bonjour à toi Kegito. Alors nous sommes ici tous les deux pour expliquer les règles du jeu de Go. C'est un jeu méconnu et qui peut sembler compliqué aux premiers abords, mais avant ça nous allons nous présenter à vous. Donc si tu veux bien LTX, je vais commencer. Bien sûr. Je m'appelle Kaigito, je suis actuellement 6Q sur KGS et 8Q à la FFG. J'ai commencé le Go en 2016 avec l'arrivée de l'IA et la vidéo pour les débutants d'Atomium. Alors j'aime beaucoup le jeu de Go. Il n'y a aucun autre jeu qui lui ressemble, je trouve. C'est un jeu vraiment très beau visuellement, mais aussi avec toutes les valeurs qu'il circule sur le respect de l'autre. Et l'une des beautés du jeu de Go, c'est que pour gagner, il faut vivre et non tuer comme dans la plupart des jeux. Et je te laisse te présenter, LTX. Rebonjour tout le monde, je m'appelle LTX. Je suis joueur de Go depuis 6 ans, un jeu que j'ai découvert par le manga Ikaru no Go. C'est un jeu que j'ai pris mon temps pour jouer, c'est-à-dire qu'au début je jouais pour le plaisir, ensuite j'ai pris du temps pour m'investir, pour apprendre. C'est un jeu aussi qui a fait que j'ai pris beaucoup de pauses et qui fait que sur ces 6 ans, j'ai plus ou moins joué que 3 ans. Aujourd'hui, et du fait que j'ai atteint un niveau qui me permet justement d'enseigner à certaines personnes, j'espère par conséquent enseigner et partager ma passion à tous mes collègues qui souhaitent commencer. Voilà. C'est beau. Donc du coup, qu'est-ce que les Frères du Go? Si vous êtes tombé dessus, c'est soit par la chaîne YouTube, soit justement par le serveur de Go sur lequel nous jouons. Les Frères du Go, c'est un groupe d'études qui va se concentrer sur tout ce qui est l'étude du Go, que ce soit les parties professionnelles ou amateurs, l'enseignement, et qui aura pour but de faire progresser la communauté. Évidemment, c'est un groupe d'études qui accepte tous les niveaux. Alors, avant de commencer les règles, je pense qu'il serait bon, en fait, pour vous comme pour nous, en fait, de vous présenter d'où vient le jeu de Go, qu'est-ce que c'est. Donc, du coup, je vais laisser la parole à mon ami et collègue Kegito. Bienvenue avec moi pour ce petit tour d'histoire sur le jeu de Go. Alors, nous allons commencer par les origines. Donc, les origines du Go sont encore mystérieuses. Donc, l'une des possibilités qui est la plus probable est qu'il est né au Tibet il y a plusieurs milliers d'années, que le jeu de Go est un jeu qui a plus de 4000 ans, ce qui fait de lui le jeu le plus ancien pratiqué encore aujourd'hui. Alors, selon les légendes, le jeu de Go naît en Chine. Selon la légende chinoise, l'empereur Yao, qui est né en 2324 avant notre ère, pour éduquer son fils qu'il jugeait idiot, a décidé d'inventer le jeu de Go. Une autre légende chinoise nous dit que c'est un vassal qui aurait inventé le jeu de Go dans le but de distraire son suzerain qui s'ennuyait. Selon cette légende, du coup, le Go serait né donc en moins de 1300 avant notre ère. Maintenant, les premières sources historiques du jeu de Go datent des annales printemps et automne publiées entre moins 722 et moins 480 avant notre ère en Chine. En plus des sources écrites, nous avons aussi des sources archéologiques. En effet, il n'était pas rare de découvrir des tombes dans lesquelles il y avait des goban, c'est-à-dire des plateaux de jeux de Go. Enfin, l'une des autres sources historiques que nous avons est un kifu, c'est-à-dire la notation écrite d'une partie de Go de l'an 230. Le Go va connaître un énorme engouement dès ses débuts et certaines polémiques même naîtront autour du jeu de Go de seigneurs qui vont délaisser la guerre au profit du jeu de Go ainsi que d'autres choses pour à la fin que le Go fasse partie des 4 arts sacrés de Chine, c'est-à-dire la peinture, la musique et la calligraphie étaient les 3 arts primaires, et enfin le jeu de Go est le 4e. Il s'inscrit aussi notamment dans les arts du Japon et de Corée. C'est par les moines bouddhistes que la Corée puis le Japon vont connaître le jeu de Go. En 1600, avec l'unification du Japon par les shoguns, va naître un système de classement professionnel de joueurs de Go. Pour la première fois, être joueur de Go deviendra entre guillemets un métier et on voit donc l'apparition de joueurs d'élite autour de 4 grandes écoles, Onimbo, Ayashi, Inoue et Yasui. Ces 4 écoles se disputent le titre de Godokoro, qui est un titre très honorifique et rémunéré. Et pour nous, occidentaux, c'est donc au XXe siècle que le Go se développe et s'importe dans nos pays. Donc
En 1934, c'est la création de l'AGA, l'American Go Association, et la Fédération française de Go voit le jour en 1969. L'AGA d'abord, puis la Fédération européenne de Go se dote d'un système de joueurs professionnels. Et c'est aussi en 2016 où pour la première fois, l'ordinateur a battu l'homme au jeu de Go, qui pendant longtemps est resté comme le seul jeu dont la machine n'avait pas encore battu l'homme. Les joueurs de Go, au fil du temps, se succèdent, tous mettant leur pierre à l'édifice pour améliorer le jeu et leur réflexion, et jouer au Go, c'est faire partie de cet héritage et justement contribuer à son évolution. Donc après l'ellipse qu'a fait mon collègue et ami Kegito, maintenant je vais vous présenter les règles du Go. Alors c'est simple, il faut savoir que quand on pose une pierre sur le plateau, qui se pose sur les intersections, c'est l'option que vous voyez en noir qu'on appelle pierre. Quand vous la posez, il faut savoir que une pierre ne peut plus bouger. Une fois qu'elle est posée, elle ne change pas de position, elle reste à sa place, sauf en cas de capture de la pierre, et c'est ce qui va définir l'ensemble des règles du Go. Alors comment capturer une pierre? C'est tout simple. Quand une pierre est posée, de base sur les intersections, on dit qu'elle a 4 libertés que vous voyez autour. Attention, les libertés qui se trouvent en diagonale ne comptent pas, que je représente ici par des carrés. Ça ne faut pas avoir comme moi. Voilà. Pour capturer une pierre, c'est simple, il faut enlever toutes les libertés qu'a la pierre noire. Ici, pour donner un exemple, là, on enlève une liberté, 2 libertés, 3 libertés. Maintenant, on se rend compte qu'il ne reste qu'une liberté à la pierre noire. Et pour la capturer, on joue dans cette dernière liberté, qui fait que la pierre peut être retirée du plateau seulement en cas de capture. On voit également qu'il est impossible de rejouer à l'intérieur de la capture, car la pierre va se refaire capturer automatiquement. Ce qui fait que maintenant qu'il est impossible d'y rejouer, on considère que ce qu'il y a à l'intérieur de l'intersection, que vous voyez au milieu, c'est un territoire. C'est ça. En fait, ce serait du suicide pour la pierre parce qu'elle ne veut pas jouer dedans, car automatiquement, elle aurait zéro liberté. Donc, serait morte instantanément. Donc, c'est ce qu'on appelle un Voilà. coup interdit. C'est un coup interdit, un coup qui ne se joue pas. 4. Ça, c'est pour une pierre posée au centre. Mais une pierre posée sur le bord, donc qui se trouve en première ligne, ici, elle se retrouve avec 3 libertés seulement, parce qu'elle n'est pas au centre, et le fait qu'elle est posée sur le bord lui crame une liberté. Si vous l'avez décidé de la poser dans le coin, dans ce cas, il y aura encore une liberté de moins, ce qui se retrouve en 1 et 2. Alors là, je vais vous faire voir qu'est-ce que ça donne en fait au niveau des libertés. Tout à l'heure, comme j'ai expliqué précédemment, une pierre posée sur le plateau, ça vaut 4 libertés. Maintenant, si on décide de rajouter une pierre noire, on se rend compte que sur les 4 libertés, maintenant, elle en a 6. Un ensemble de pierres est toujours beaucoup plus fort qu'une pierre. Maintenant, On dit si que on ces rajoute, pierres sont connectées. ces pierres sont connectées. Maintenant, si on met une pierre noire en L9, maintenant je vais enlever tout ce qui est les numérations. Hop. Voilà. Est-ce que ici, maintenant, le groupe est connecté? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ici, il y a un espace d'une intersection qui se trouve en K9. Si je joue blanc, on va voir que, okay, on va voir que ici, il reste qu'une seule liberté, un noir, qui se trouve en K9. Et par conséquent, si c'est à blanc de jouer, il capture tout en un coup. Dans ce cas, si c'est à noir de jouer, il doit impérativement sortir la pierre pour être connecté. C'est par exemple la même chose pour le coup en Kosumi, que je vais vous faire voir. Ici, on a l'impression que les pierres sont connectées, mais elles ne le sont pas. Les pierres en diagonale ne sont pas connectées. Attention, je vais faire voir, par exemple, ici, c'est la pierre qui se trouve en 4, elle a exactement 4 libertés. Mais elle n'est pas connectée à la pierre qui se trouve en H10.
Pourquoi? Si on prend blanc, dans ce cas, on voit qu'ici, il n'y a qu'une liberté qui se trouve en 5. Et par conséquent, si noir joue, il capture. Donc les diagonales ne comptent pas. Les diagonales ne comptent pas. Alors ensuite, je vais parler justement du fait, est-ce qu'on peut sauver la pierre? Alors la réponse est oui, si on revient à la situation qu'on avait fait précédemment. Ici, on voit qu'il n'y a qu'une liberté. Supposons que c'est à noir de jouer. Dans ce cas, noir a la possibilité de sortir sa pierre. Sortir sa pierre, il va rajouter une pierre qui va constituer un groupe de pierres. Et par conséquent, ce groupe de pierres va gagner en sortant, pour éviter de se faire capturer. Il va gagner 2 libertés supplémentaires. Tout à l'heure, il n'en avait qu'une. Maintenant, on se rend compte qu'il a la liberté 2 et 3 de disponibles. Donc quand on connecte les pierres, on connecte les libertés d'entre elles. C'est ça. Et donc, du coup, ça fait que le groupe est beaucoup plus massif et plus compliqué à capturer. Donc la connexion, c'est la force et c'est la vie. C'est ça. C'est vraiment connecter les pierres afin qu'elles puissent éviter de se faire tuer par l'adversaire. Ensuite, il y a tout ce qui est un système un peu plus compliqué, qui est le chichot. Il faut faire attention. C'est un système très simple, mais qu'on ne voit pas forcément toujours quand on est débutant. Donc, pour vous donner une situation simple, hop, ici, là. Supposons ici, par exemple, que là, il y ait une pierre blanche, et c'est à blanc de jouer. Là, vous vous dites, je ne veux pas me faire capturer parce qu'il me reste qu'une seule liberté, qui se trouve en 1. Pour capturer, là, pour sortir la pierre blanche, ben vous vous dites, je vais connecter une pierre en plus, je vais rajouter une pierre, afin de gagner 2 autres libertés, que vous voyez en 1 et 2. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ici, noir va faire Atari. L'adversaire va décider de sortir, il ne veut pas se faire capturer, il ne reste qu'une seule liberté encore une fois. Il va sortir. Noir, Atari de l'autre côté. Blanc va encore sortir, comme d'hab. Atari, 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 Atari. Et dans ce cas, là, on voit que les groupes de pierres se retrouvent contre un mur. Et ici, il ne lui reste qu'une seule liberté. Blanc, on va dire, c'est pas un problème, je vais quand même jouer ici. Mais malheureusement, on voit que Iris, ici, en blanc, il lui reste encore qu'une seule liberté. Ce qui fait que noir, au final, peut tout capturer. Cette forme-là, qui forme un escalier, on appelle ceci un chichot. Un chichot, et ça s'appelle, c'est littéralement escalier en français. Alors, le jeu de Go se joue traditionnellement sur un Goban de 19 x 19 lignes. Mais il existe 3 tailles dites standards, c'est-à-dire sur lesquelles on peut jouer. Le 9 x 9 lignes, et le premier que vous rencontrez sûrement, est celui d'initiation. C'est vraiment sur celui-là où on apprend les règles et les bases du jeu. En général, on n'y reste pas bien longtemps. Ensuite vient le 13 x 13 lignes, celui qu'il y a à l'écran justement. Lui, Et qui va en général servir à apprendre comment fonctionnent les territoires. c'est ça. En effet, la grosse différence est là que maintenant, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on connaît les règles. Maintenant, on les applique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la découverte, mais plus la même. Maintenant, on connaît les règles, on sait les respecter, et justement, on s'amuse à créer des territoires. Alors que justement, sur un 9-9, on va voir juste après la Tarigo. Et à la fin, vous avez le Goban de taille 19 x 19. C'est le plus grand format et celui que tout le monde utilise pour jouer des parties que vous rencontrez le plus souvent à la fin de votre apprentissage en 9-9 et en 13-13. Quand on apprend le Go, on apprend d'abord à capturer. Pourtant, le but du jeu de Go n'est pas de capturer, il est de construire un territoire. Mais quand on débute, avant de jouer, ouvrez les guillemets, une vraie partie de Go, fermez les guillemets, on fait ce qu'on appelle de l'Atari Go. On se rappelle, on a vu le terme Atari. Atari signifie quand une pierre n'a plus qu'une seule liberté, ça veut dire qu'elle est sur le point de se faire capturer. Donc le but en fait de l'Atari Go, qui se joue sur 9-9 ou 13-13, est d'être le premier joueur à capturer. Alors la partie commence avec 4 pierres déjà imposées. C'est-à-dire comme ça.
Noir commence, comme toujours au Go, et le vainqueur est le premier qui capture une pierre. N'hésitez pas à essayer ce format de jeu, même en faire plusieurs, d'accord? Ce sont souvent des parties très rapides. Si un joueur a l'ascendant, on peut se dire qu'au lieu de capturer qu'une seule pierre pour gagner, il doit en capturer deux, voire trois, ce qui peut rendre le jeu plus intéressant et plus équilibré. Avec la Tarigo, nous avons appris à capturer des pierres, mais comment rendre un groupe de pierres incapturable? Et je vais laisser mon très cher ami Altix vous l'expliquer. Alors, pour rendre un groupe incapturable, c'est un concept dur à entreprendre, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. Pour cela, on va utiliser cette configuration de plateau où on voit que Noir a construit un groupe qui va enfermer les pierres blanches contre le coin. Ce qu'il a fait. Maintenant, on va compter les libertés que Blanc possède à l'intérieur, qui sont N13, donc ça fait une liberté. Ensuite, N12, une deuxième liberté, et N11, la troisième liberté. Il a trois libertés intérieures. Maintenant, comment faire pour que Blanc puisse survivre, pour qu'il ait un groupe vivant, c'est le terme qu'on utilise, et donc faire en sorte qu'il soit incapturable. Par conséquent, si là, par exemple, on est blanc, il y a un coup à jouer qui est N12. Pourquoi? Parce que N12 permet au fait que là, noir ne peut pas jouer en N13 parce qu'il s'enlève automatiquement des libertés et c'est un coup interdit. On avait fait voir précédemment que une pierre qui s'est fait entourer par l'ennemi et qui s'est fait capturer, dans ce cas, elle disparaît du plateau et il est impossible de rejouer en G7 car ce serait s'auto-enlever des libertés et c'est un coup interdit. C'est la même chose qui se passe ici dans le coin parce que là, en N13, la pierre, finalement, a perdu toutes ses libertés d'office. Et c'est la même chose pour N11. Par conséquent, vu que c'est un jeu qui se joue tour par tour, le joueur ne peut pas capturer le gros tas de pierres blanches qui se trouvent dans le coin. Donc, pour vivre, si on résume, il faut deux intersections distinctes dans lesquelles l'autre joueur ne peut pas jouer parce que c'est un coup suicidaire / interdit, si je comprends bien. C'est ça. En fait, on considère que déjà les points N13 et N11, c'est des territoires. Et un territoire, c'est un endroit dans lequel l'adversaire ne peut pas jouer sans se faire capturer. Et donc, du coup, ici, c'est un groupe vivant. Le fait qu'il ait deux endroits dans lesquels là, l'adversaire ne peut pas jouer, on appelle ça des yeux. C'est ce qui aide à faire vivre un groupe. Donc, pour vivre, il faut combien d'yeux? Il en faut deux. Un seul, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si par exemple ici, hop, on va retirer les triangles, là, supposons que ici noir décide de jouer à la place de blanc justement en N12. Par conséquent, supposons blanc il s'est dit c'est pas grave, je vais jouer ailleurs. Noir va dire eh ben tiens hop, ici il te reste qu'une seule liberté qui se trouve en 1. Blanc va dire d'accord, pas de problème, je mange, je capture tes pierres. Dans ce cas, noir il va dire bah pas de problème, moi je vais rejouer encore à l'intérieur pour encore qu'il soit en intérieur, c'est-à-dire il reste une seule liberté en N12. Donc blanc vu qu'il ne va pas se faire capturer, il recapture derrière. Et là, on tombe sur une configuration qui fait que, au final, vu qu'il n'a pas réussi à avoir les deux yeux, on voit que ici, le groupe blanc, en N11, il n'a qu'une seule liberté, c'est-à-dire qu'il est en auto-atari. Et maintenant, on peut Mais donc, recapturer. c'est-à-dire que je peux jouer dans un endroit qui semble suicidaire si je capture le groupe de pierres, c'est ça? C'est ça. Donc, pour donner un exemple plus simple, supposons ici qu'on ait des pierres blanches entourées par des pierres noires. Là, ici, il reste une seule liberté à blanc. Bien sûr. Là, or, on a appris au départ qu'on ne pouvait pas capturer, on ne pouvait pas jouer dans une intersection qui fait que on va s'auto-suicider. On peut le faire à condition qu'on capture derrière une ou un groupe de pierres. Exemple, là je joue en 1 parce que c'est la seule liberté qui reste pour le groupe blanc. Et vu que je capture tout, je peux y jouer. Et c'est parce que ça me rajoute deux libertés supplémentaires. En 2 et en 3. D'accord. Voilà.
Donc, pour vivre, on a vu qu'il fallait bien 2 yeux, mais attention. Là, on peut se dire qu'il y a 2 intersections de libres dans cette configuration-là, mais ils ne sont pas distincts. Et là est l'essentiel. Parce qu'on peut voir, comme tout à l'heure, le noir peut capturer. Il fait Atari une fois, parce que le groupe blanc, il ne reste plus qu'une liberté en N11. Blanc capture, et en capturant, il lui reste encore une liberté, et noir capture une dernière fois. Donc attention, il faut bien que les deux yeux soient distincts. C'est-à-dire comme ça. Là, il est impossible pour noir de jouer. Pour voir si vous avez bien compris, avec LTX, on s'est dit qu'on allait vous proposer 2 petits exercices. Ce genre d'exercice, c'est ce qu'on appelle des tsumego. Donc ces tsumego sont des petits exercices de vie ou de mort. En général, on joue noir, et le but est soit de vivre, soit de tuer. Là, nous allons faire 2 exercices pour vivre, puis 2 exercices pour tuer. Maintenant, je suis noir, on regarde dans la partie du haut, où faut-il jouer? Si vous voulez faire pause et prendre votre temps, il n'y a aucun souci. Et nous allons essayer toutes les possibilités. N'est-ce pas, LTX? Bien sûr, je compte sur toi, Kagito, pour nous guider. Toujours. Alors, avant toute chose, je rappelle qu'il faut bien 2 yeux distincts, comme tout à l'heure. Donc, nous allons commencer donc, par ce que j'appelle les mauvaises réponses. Donc, si je fais F13, que se passe-t-il? Mon groupe noir, il a combien de libertés, LTX? Il en a 2, H13 et G13. Du coup, blanc dans l'une des libertés. Il en reste combien pour le groupe noir? Il en reste un seul qui se trouve en G13. Dans ce cas, noir capture. Très bien, il capture. Mais en capturant, que se passe-t-il? Il se retrouve en auto-liberté et par conséquent, il reste qu'une seule liberté qui est souvent H13. Donc, il se retrouve en taille et donc blanc capture. Donc, pour faire vivre ce groupe, la seule bonne réponse, c'est bien G13. Là, ici, alors, je peux placer autant de fois que je veux ma souris. Le jeu me l'interdit parce que c'est un coup justement interdit. En vrai, vous pouvez passer votre pierre sur un vrai plateau, mais le coup est interdit et souvent utilisé pour abandonner un parti. Maintenant, passons à l'exercice du bas. Et je vais laisser LTX le faire. Très bien. Alors, ici, en fait, on voit que le groupe noir a 3 libertés. Non, pardon, même pas 2 libertés. Un qui se trouve en N2 et un qui se trouve en M1. Maintenant, si on décide de jouer noir, comment faire pour qu'il survive? Dans ce cas, là, je vais faire comme Kikito, c'est-à-dire montrer ce qui est les mauvais coups. Supposons, il décide par exemple de jouer en N2. Bah, dans ce cas ici, combien de libertés a noir, Kikito? J'en ai 2, une en M1 et une en N1. Voilà. Donc du coup, maintenant, imagine, je joue M1, combien il a de liberté noir? Plus qu'une seule en N1. Voilà. Maintenant, si noir recapture derrière, Et il en reste combien toujours une en effet. Voilà. Et dans ce cas, vu que là, ça capture le tout, je peux me permettre de jouer dedans. Parce que là, du coup, je me retrouve avec 3 libertés supplémentaires, alors que dans cette situation, on se retrouve avec 0, ce qui interdit la capture. Maintenant, si on fait du même côté, la réponse est la même pour blanc. C'est-à-dire que ici, c'est exactement la même chose, c'est symétrique. Par conséquent, la situation reste la même et le groupe est capturé. Alors, quel est le bon coup pour noir? Le bon coup pour noir est de créer du coup justement ces 2 jeux, et pour ça, il doit jouer en N1, qui se trouve ici. Ça fait que l'adversaire ne peut ni jouer ici, parce que c'est de l'auto-capture, et il capture aucune pierre, et il peut ni jouer en M1, car c'est exactement la même chose, c'est symétrique. Après avoir parlé de la vie et de la mort, nous allons parler du Go. En effet, une seule règle cimente le jeu de Go, c'est qu'une pierre qui n'a plus de liberté est capturée, c'est-à-dire retirée du jeu. Tout le jeu se passe autour de cette règle. Même la règle du Go, même la règle du Go découle de ça. C'est-à-dire, en fait, le Go est là pour éviter une situation de répétition infinie. Je m'explique. Par exemple, nous imaginons une situation comme celle-ci.
Ici, blanc veut capturer la pierre noire en H9, parce qu'elle ne possède plus qu'une seule liberté. Blanc prend. Mais en prenant cette pierre, blanc n'a aussi qu'une seule liberté. Donc, noir pourrait reprendre. Mais noir, en reprenant, eh bien, aurait aussi une seule liberté. Et donc, ça créerait une situation infinie qui ne s'arrêterait jamais. D'ailleurs, on peut voir qu'actuellement, il y a un carré. En effet, c'est pour m'empêcher de jouer. Et donc, c'est pour ça que la règle du Go a été créée. Si une situation de répétition comme celle-ci arrive dans vos parties, vous ne pouvez pas directement reprendre la pierre. Vous devez d'abord jouer un coup ailleurs. Et là, l'autre joueur a soit le choix de jouer lui aussi ailleurs. Dans ce cas-là, noir peut reprendre le Go. Et là, ça revient au même que tout à l'heure. C'est-à-dire que blanc ne peut pas rejouer dedans. Il doit lui aussi jouer ailleurs. Et là, noir a le choix. Soit il enlève le Go en connectant ses pierres, c'est-à-dire comme ça. On peut voir que le Go n'existe plus. Soit il peut continuer à jouer ailleurs. Et ce, ainsi de suite. Alors, nous voici maintenant dans notre quatrième partie de la vidéo, qui est aussi la dernière, pour aller plus loin. Alors, la question que vous vous posez tous, du moins nous l'espérons, après avoir visionné la vidéo jusqu'ici, c'est où jouer au Go? Et je vais laisser mon ami Eltix vous répondre, et j'apporterai des précisions si nécessaire. Alors, effectivement, il se peut que vous ne savez pas où jouer en fait au Go. Et la possibilité déjà le plus simplement, c'est de jouer sur Internet. Sur Internet, il y a plusieurs types de logiciels qui vous permettent de jouer au Go. Et par exemple, il y a KGS, le logiciel que nous utilisons actuellement, qui vous permet de jouer sur différents types de formats avec plusieurs personnes de différentes nationalités. Il y a la possibilité de jouer sur un autre logiciel qui s'appelle IGS, ou de son surnom GoPanda. Il y a Peigen, qui est un serveur spécifiquement coréen, et il y a FoxGo, qui est également un serveur spécifiquement chinois. Si vous débutez, je vous conseille en général de jouer principalement sur KGS. Pourquoi? Parce que les outils pédagogiques, ils sont très bien retranscrits et c'est beaucoup plus simple pour l'apprentissage, à tout le moins quand on est débutant. Si vous désirez en fait jouer en dehors d'Internet, dans ce cas, vous avez la possibilité d'aller dans des clubs. Alors, certains clubs ne sont pas forcément toujours là, qui ne sont pas forcément dans les petites villes, mais il y en a beaucoup dans les grandes villes, par exemple Toulouse, Paris, Lyon, Bordeaux, et tous ces clubs en général ont des prix suffisamment bas pour s'inscrire et c'est à l'année. Alors, merci beaucoup Eltix, j'aimerais juste rajouter deux petites choses. Alors, concernant le Go sur Internet, moi, il y a deux outils que je conseillerais. Donc KGS, en effet, pour sa dimension sociale, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de pédagogie et autres. Et aussi OGS, qui est du coup un peu un petit nouveau, qui lui ne demande pas de logiciel, se joue complètement sur navigateur, et est vraiment très bien quand on débute, parce qu'il y a beaucoup de débutants aussi. Alors que c'est vrai que sur KGS, par exemple, qui est aussi très très bien, mais malheureusement, il y a un peu une pénurie de débutants, ce qui peut être un peu frustrant au début. Et enfin, pour les clubs, je suis totalement d'accord avec Eltix, en effet, dans les grandes villes, on peut en trouver. Pour se renseigner pour les clubs, il faut aller sur le site de la Fédération française de Go, et on peut chercher en fait les clubs près de chez soi en mettant son département. Si malheureusement vous habitez dans une zone où il n'y a pas de club, il existe aussi un club en ligne. Pareil, sur le site de la Fédération française de Go, vous pouvez le voir. Et bien sûr, il y a aussi les groupes d'études en ligne qui, eux, ne sont pas forcément rattachés, c'est-à-dire à la fédération, mais vous pouvez quand même étudier en groupe, comme par exemple les Frères du Go et bien d'autres. Merci Figito. Ouais. Alors, il existe plusieurs types de ressources pour progresser au jeu de Go, mais avant tout, ce qui vous fera le plus progresser, c'est jouer. Il y a même un proverbe qui dit justement qu'on perd ses 100 premières parties. Et il est complété par un proverbe qui dit « Dépêche-toi de perdre tes 100 premières parties ». En effet, le jeu de Go au début peut sembler assez compliqué, malgré ses règles simples, mais il faut s'accrocher un petit peu au début, et avec LTX, on vous promet que quand vous tomberez dans ce jeu, eh bien ça sera à vie, et toute votre vie vous serez un joueur de Go. Le premier, le jeu de Go, le langage des pierres par Motoki Noguchi, un livre vraiment qui s'adresse aux très débutants, même ceux qui ne connaissent pas les règles.
il explique justement les règles et les bases, un peu comme cette vidéo, mais va plus loin. Et l'intérêt est en fait sa narration, c'est-à-dire que ce n'est pas juste c'est un livre théorique, mais ce n'est pas juste écrit de manière théorique comme un cours, mais en fait c'est une discussion entre un maître et un élève. Et c'est super intéressant et enrichissant d'apprendre par ce procédé. Ensuite, celui que je vous conseille, qui lui n'est peut-être pas pour ceux qui viennent juste de découvrir les règles, mais ceux juste après, donc juste après ce livre-là, que vous pourrez selon moi lire, c'est Leçons sur les fondamentaux du jeu de Go de Toshiro Kageyama. Un livre très intéressant où l'auteur peut vous parler de manière un peu crue, voilà. Mais comme il dit, il vous fera progresser. D'accord. L'auteur s'adresse directement à vous, comme si vous étiez un peu dans la même pièce et vous parle sans détour. D'accord. Il vous dit il faut faire ça, il faut le faire. Ceux qui ne font pas ça sont des feignants, etc. C'est assez rigolo. D'accord. Des fois, il se permet un petit peu comme ça. Mais c'est un livre très intéressant et qui fait beaucoup progresser. Je ne sais pas si tu as d'autres livres aussi à conseiller, LTX. D'autres livres à conseiller, non. Mais je peux conseiller en fait des livres, j'ai pas les noms en tête, mais je peux conseiller en fait le fait d'acheter des livres de Tsumego. C'est des choses qui pourraient beaucoup vous aider, donc des livres de problèmes de vie et de mort. Ou sinon, vous avez également la possibilité directement de les faire sur Internet, car il y en a énormément, un nombre incommensurable qui fait que vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer. Bien sûr. Bah, en description de la vidéo, justement, on mettra toutes les ressources et tous les liens de ce dont on parle dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Pour les livres de Tsumego, je connais la série À Noir de Jouer, qui est vraiment pas mal. Il y a plusieurs tomes en fonction des niveaux, en français. Et après, c'est vrai que malheureusement, il est très dur de trouver des livres de Go en français. Donc si vous n'êtes pas anglophobe, il y en a encore plus. Et après, si vous parlez une des trois langues asiatiques du jeu de Go, c'est-à-dire le japonais, le chinois ou le coréen, alors allez-y. Et là, le monde du Go s'ouvre à vous. C'est tellement ça. Ressources vidéo. Alors, donc nous, on s'adresse toujours aux débutants. Moi, je vois une chaîne très intéressante. Donc, c'est la chaîne de la Fédération française de Go, en collaboration avec Fulguro Go, qui est une chaîne de Go francophone, a fait une série de 10 cours spécialisés pour les débutants. C'est-à-dire que vous avez débutant, c'est-à-dire que vous avez appris les règles du jeu de Go, c'est-à-dire que vous avez vu cette vidéo, voici la suite. Et donc, ces 10 petits cours-là sont très intéressants et sont des notions qui sont aussi abordées dans le langage des pierres. C'est à peu près les mêmes notions et vous aideront justement à faire vos premières parties. Donc pareil, ça sera en description. Donc vraiment pour les tout débutants. Et après, pour aller un peu plus loin, il y a deux autres chaînes françaises qui sont super intéressantes. C'est donc la chaîne du pédagogue français MDZ, où il y a des retransmissions de ses cours particuliers, où il donne des cours à plusieurs niveaux. Donc vous pouvez retrouver des cours à niveau débutant, voire très avancé. Et bien sûr aussi la chaîne de Therapigo, qui là est pareil pour un niveau peut-être un peu plus avancé, mais pas non plus incommensurable. Où là c'est un joueur pareil fort qui fait des parties en ligne et qui explique sa façon de penser. Enfin, quelque chose d'important et d'essentiel, c'est le système de force / de classement. En effet, le jeu de Go, sa progression est faite un peu comme les arts martiaux. Sauf qu'au lieu d'avoir des ceintures, il y a ce qu'on appelle le Q et les Dan. Quand on commence le jeu de Go, on commence 30 Q. C'est le niveau le plus bas. On monte de 30 Q jusqu'à 1 Q, d'accord ? 30, 29, 28, ainsi de suite. Les premiers niveaux se montent très très vite, d'accord ? On peut même faire des bons. C'est-à-dire qu'en général, même, on dit que quand on a appris les règles du jeu de Go, on est directement 22 Q. Voilà, c'est pour vous dire. Donc il y a quand même un grand bond dès le début qui se fait. Et à la fin, c'est beaucoup plus dur de monter. Et donc après un Q, on passe en Dan. Donc là, c'est l'inverse. On monte dans l'ordre croissant. Donc 1 Dan, 2 Dan, 3 Dan, jusqu'à 9 Dan. Voilà. Donc le niveau ultime, c'est-à-dire le niveau maximal, et le niveau 9 Dan. Avec mon ami Eltix, pour que ce soit un peu plus concret pour vous, on va donner un peu des titres à des groupements de niveaux. Donc Eltix, si je me trompe, n'hésite pas à me corriger.
Donc, on appelle les apprentissages premiers de 30 à 15 Q. Donc là, c'est vraiment là où on va apprendre justement à capturer des pierres, savoir vivre. Donc c'est vraiment les apprentissages premiers, donc basiques. Ensuite, de 15 Q à 8 Q, c'est ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux. Donc là, après avoir donc bien compris comment appliquer les règles du jeu, on voit donc ce qui est fondamental, donc par exemple les formes, les lignes, d'accord. Puis de 8 Q à 1 Q, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Donc on va consolider nos acquis. Et enfin, au niveau d'Anne, ce qu'on appelle l'approfondissement. On va vraiment approfondir notre notion du jeu. Par exemple, pour donner un exemple de ce que nous sommes, par exemple, mon ami Kegito est lui actuellement CQ et moi je suis un Dan. C'est ça. Donc moi, je me trouve plus dans le cycle de consolidation, alors que mon ami LTX, lui, est plus dans le cycle que j'appellerais d'approfondissement. Bien sûr, tout ça est subjectif, ce sont des titres que nous avons donnés. Donc voilà, il y en a qui peuvent être par exemple tel niveau et se plutôt se sentir dans tel cycle, il n'y a aucun souci, d'accord. Voilà, ce n'est pas fermé, c'est à peu près voilà, selon notre ressenti. Comme chacun voit des. Enfin, comment dire, comme chacun se retrouve confronté à des murs à tel niveau, c'est différent pour chaque personne. Mais c'est une tendance générale que nous avons remarquée. Avec mon ami L6, nous vous avons fait découvrir un jeu qui nous tient vraiment très à cœur. On espère que vous avez apprécié de voir cette vidéo pour apprendre les règles du jeu. Et du coup, je te laisse ajouter quelque chose pour le mot de la fin. L6, tu as quelque chose à rajouter? Eh ben, je tenais à vous dire que les débuts vont être très difficiles. Mon ami Kegito vous en a parlé, mais vous risquez très souvent de perdre votre première partie. Ça peut être dur, ça peut être frustrant, mais si vous voulez et souhaitez progresser, il est important que vous ayez un mental suffisamment fort pour endurer les défaites. Acceptez le fait que ce que vous jouez n'est pas forcément bon. Écoutez les commentaires qu'on fait sur vos coups afin que vous puissiez progresser. Voilà. Merci L6. En effet, pour atteindre les sommets, il n'y a pas de raccourci, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de l'effort. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était L6 et Kagito pour la chaîne Les Frères du Go. On espère vous revoir autour d'un Goban. À bientôt. Au revoir.